Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question assez sensible qui agite pas mal le monde du jeu de société. Et on s'appuie pour ça sur notre récent article. La question c'est, cet univers ludique est-il devenu trop woke? On se souvient tous, je pense, de l'élément déclencheur qu'on avait analysé en juillet 2025. C'était cette polémique autour de Codenames version Harry Potter. Ah oui, Les positions de J.K. Rowling, d'un coup, ça a transformé l'acte d'acheter un jeu, un simple jeu, en une espèce de prise de position politique. c'est ça. Et ça a vraiment cristallisé quelque chose. Exactement. Et du coup, dans notre article, on s'est posé cette question, le jeu de société est-il vraiment trop woke? On va explorer un peu ce qu'on a trouvé, notamment sur 3 points. Comment ce débat, il révèle que le jeu est devenu un loisir de masse? Mhm. Quelle tension ça crée concrètement entre respect, représentation et puis les accusations de censure? Et enfin, comment ça révèle l'idéologie qui, au fond, a toujours été là? Tout à fait. Et peut-être avant d'aller plus loin, juste un mot rapide sur ce terme woke. On l'a détaillé dans nos recherches, mais à l'origine, c'est lié à la conscience des injustices, notamment raciales. Oui, Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il est souvent utilisé, surtout par des courants conservateurs, comme un peu un épouvantail rhétorique pour attaquer différentes causes progressistes. Ça polarise énormément en fait. c'est très polarisé. D'un côté, on va crier à la censure, et de l'autre, on va plutôt parler de panique morale réactionnaire. C'est assez tendu. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi cette espèce de guerre culturelle débarque dans le jeu de société à ce point? Ce que notre analyse montre assez clairement, c'est que c'est directement lié à son succès en fait. Le jeu de société, c'est plus la petite niche d'il y a 20 ans. Non, c'est clair. C'est devenu un loisir de masse, le public s'est incroyablement diversifié, et forcément, qui dit diversification dit nouvelles attentes, nouvelles sensibilités. Ça crée des frictions. Oui, des frottements. Voilà. Une partie de la vieille garde, disons, peut voir ces nouveaux thèmes comme une intrusion un peu politique. Et à l'inverse, ce nouveau public, plus large, plus divers, il demande, et c'est légitime, une meilleure représentation. On l'a vu avec le succès de jeux comme Wingspan, par Et exemple. ces tensions, elles sont pas juste théoriques, hein. Dans notre article, on a relevé des cas très concrets. Par exemple, toute la question de la décolonisation des plateaux. Ah oui, Puerto Rico. Voilà, Puerto Rico, le jeu de 2002, avec ses pions marrons, là, les fameux colons, qui symbolisaient la main-d'œuvre dans les plantations. C'était une abstraction de l'esclavage qui aujourd'hui passe beaucoup moins bien. C'est clair. Et ça met les éditeurs dans une position délicate, hein. Carrément. Soit tu maintiens et on te taxe d'insensibilité, soit tu modifies et là on t'accuse de révisionnisme, de vouloir réécrire l'histoire. C'est ça. On a vu des solutions émerger d'ailleurs, tu parlais de Puerto Rico. Il y a eu Puerto Rico 1897, qui se situe après l'abolition de l'esclavage. Oui, Ou Sky Mines, qui est une réimplémentation de Mombasa, mais qui transpose les mécaniques dans un univers de science-fiction loin du contexte colonial africain. et à l'inverse, on avait aussi noté dans l'article des cas comme Spirit Island, qui prennent le contre-pied total. Oui, une inversion de perspective très intéressante. On joue les esprits de l'île qui se défendent contre les colons, c'est une autre approche. Un autre point sensible qu'on avait exploré, c'est la déconstruction des stéréotypes, notamment dans la fantasy. Donjons et Dragons. Oui, D&D, avec la représentation historique des orques ou des draos comme des peuples intrinsèquement mauvais. Ça a été critiqué pour les échos que ça pouvait avoir avec des théories racistes, le déterminisme biologique. Exactement. Et Wizard of the Coast, l'éditeur, a réagi. Ils ont réagi, oui. Ils ont commencé à gommer un peu ces aspects dans les nouvelles éditions, à donner plus de complexité à ces peuples. Mais ça n'a pas plu à tout le monde. Ah non, tout de suite, le débat. Est-ce que c'est une évolution nécessaire ou est-ce que c'est du lissage politiquement correct qui affadit l'univers? On voit ça aussi avec des jeux comme Frosthaven qui intègrent cette réflexion. Et face à ces changements, il y a forcément une réaction, ce qu'on appelle le backlash. On en parlait aussi dans l'article. Les accusations de censure, elles fusent. On a l'exemple du Scrabble, qui a retiré certains mots jugés offensants de ses listes officielles. Oui, ça avait fait grand bruit. Mais attention, il faut nuancer. La censure, elle peut venir de tous les bords. On l'a vu quand un jeu comme Antifa a été retiré temporairement de certaines plateformes sous la pression. D'accord. Et puis, il y a aussi le risque de ce qu'on appelle le woke-washing, c'est-à-dire des entreprises qui adoptent un discours progressiste en surface, mais c'est surtout pour le marketing, sans réelle conviction derrière. Oui, sorte de vernis. D'ailleurs, un des points importants de notre analyse, c'était de déconstruire un peu ce mythe du jeu apolitique. Ah, tout à fait. L'idée que la politique s'invite aujourd'hui dans un domaine qui devrait rester neutre. Ça ne tient pas vraiment en fait. Quand on y regarde de près, les jeux ont toujours véhiculé des valeurs, une idéologie.
Le Monopoly, c'est une vision très claire du capitalisme. Bien sûr. Et risque, c'est l'impérialisme mis en jeu? Exactement. Si ça ne choquait personne avant, c'est peut-être juste parce que cette idéologie-là, elle était tellement dominante, tellement hégémonique, qu'elle en devenait invisible. C'est ça, elle était la norme, donc on ne la questionnait pas. Ce qui change aujourd'hui, c'est que les normes sociales bougent. Ce qui était acceptable hier, ça l'est moins aujourd'hui. Ou en tout cas, ça pose question. Donc finalement, la conclusion de notre article, c'était quoi? En gros, ce qu'on conclut, c'est que ce n'est pas tant une politisation nouvelle et soudaine du jeu qu'on observe, c'est plutôt une prise de conscience. Une prise de conscience collective de l'impact du jeu, de son rôle social, culturel, et ça va de pair avec sa popularité immense et la diversification de son public. Donc le jeu n'est pas forcément trop woke. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme ça. Il devient surtout plus conscient de lui-même, de ce qu'il représente, des histoires qu'il raconte. Au final, c'est un secteur en pleine transformation. C'est parfois conflictuel, oui, mais c'est surtout un signe de vitalité, non? Comme on le disait dans la conclusion de notre article, le jeu est fin sorti de sa boîte. Exactement. Et pour laisser matière à réflexion, on pourrait reprendre la question qu'on soulevait à la fin de notre travail éthique. Comment est-ce que cet univers va trouver le bon équilibre? Comment aborder des sujets complexes, importants, sans tomber dans la leçon de morale, tout en préservant la liberté de création et surtout le plaisir de jouer? C'est ça le grand défi pour l'avenir. Continuer à évoluer, à nous surprendre, à faire réfléchir et bien sûr, à nous amuser.